Chers civiliens, chères civiliennes, bonsoir ou bonjour ou bon début de journée, tout dépend d'où vous nous rejoignez. Michel Laloux et moi-même, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette douzième rencontre civilienne qui a comme thème l'argent de prêt et les instituts de financement. Bonsoir Michel. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous et à toutes. Nous abordons des thèmes qui tournent bien sûr et qui sont très centrés sur les questions liées à l'argent et à la monnaie. Et pour beaucoup de personnes, pour la plupart des personnes, il s'agit de notions qui paraissent quand même très compliquées à comprendre, pour de bonnes raisons. C'est que généralement, nous n'avons pas de formation les uns et les autres dans ces domaines-là, bien que nous utilisions tous les jours de l'argent, sous différentes formes d'ailleurs, que ce soit de l'argent de contribution, de l'argent de consommation, comme ça a déjà été mentionné. Aujourd'hui, on va évoquer l'argent de prêt. Nos notions sont quand même pas très précises, Michel. Et c'est ça qui peut-être peut aussi expliquer qu'il y a un certain intérêt dans une certaine partie du public de s'informer, mais finalement, c'est quoi l'argent? C'est quoi la monnaie? Et c'est ce que nous allons continuer à approfondir au cours de ces rencontres civiliennes. On voit apparaître, surtout depuis la crise de 2007-2008, on voit apparaître beaucoup de manifestations sur Internet, des vidéos ou des films qui portent sur la monnaie, sur la nature de la monnaie. Et quand on commence à creuser un peu, on se rend compte que ces conceptions de l'argent, ces conceptions de la monnaie peuvent être très différentes les unes des autres et même parfois totalement opposées les unes aux autres. Et pourtant, les concepts qui sont à la base de la monnaie ont une importance phénoménale, puisque comme je disais tout à l'heure, tous les jours, nous utilisons de l'argent. Que l'on comprenne ce dont il s'agit ou qu'on ne le comprenne pas. Et nous ici, avec les rencontres civiliennes, nous avons, si je puis dire, la prétention d'avancer aussi une certaine conception de ce qu'est l'argent, et peut-être même de prétendre il faudrait aller plus loin que ce que l'on fait habituellement, si on veut vraiment assainir également cette sphère qu'est la sphère de la monnaie, en fait. Alors, encore une fois, ce qu'on va aborder lors de cette rencontre civilienne va être très différent, même des alternatives qui sont diffusées aujourd'hui, que ce soit via des livres, via Internet, etc. On est encore, il me semble, une fois de plus, tout à fait out of the box, hors de la boîte, Michel, et nous allons néanmoins quand même tenter d'amener ces conceptions qui sont tellement peu familières, en outre à un public qui peut être n'importe quel public, qui n'est pas déjà en soi au départ familier avec la notion de l'argent, même si on l'utilise tous les jours. Donc voilà un peu le défi de cette soirée, dont nous sommes bien conscients qu'en une heure et demie, on ne va pas pouvoir tout aborder aussi. Il faut toujours voir ça aussi comme une introduction, une invitation à l'approfondissement. Et peut-être, Michel, pourrait-on revenir quelques instants sur ce qu'on a déjà commencé à aborder les fois précédentes pour se remettre dans le bain, justement, et se préparer à examiner ce qu'est cet argent de prêt, qui est le thème de cette 12e rencontre civilienne. Oui, effectivement, et je crois que ce serait bien de regarder peut-être euh, que notre conversation de ce soir se situe dans le contexte des trois qualités de la monnaie, avec la monnaie de paiement ou de consommation, la monnaie de prêt et la monnaie de contribution. Et c'est avec l'émission de la prochaine fois que nous aurons en fait une vue d'ensemble de ces trois qualités lorsque nous aborderons cette notion si importante de la monnaie de contribution. En fait, il y a comme une gradation dans notre parcours. La monnaie de paiement, finalement, elle est relativement abordable assez facilement. Ce que nous avons ajouté par rapport à, à l'approche qu'on en a tous les jours lorsqu'on va faire ses achats, c'est la façon dont ça pourrait être géré par des instituts de paiement
avec aussi une refonte complète de la notion d'épargne, heu, puisque on va le voir justement, et on va le comprendre un peu plus aujourd'hui, que l'épargne est à décourager fortement dans la vision que nous avons de, euh, de la monnaie, ce qui bien sûr pose d'énormes questions par rapport aux revenus et par rapport aux retraites, etc. Euh, Ça, c'est des questions il nous faudra encore voir d'autres aspects pour pouvoir y répondre, notamment tout ce qui concerne la rémunération. Mais ça, la quatrième branche de la croix de l'économie que nous n'avons pas encore abordée. Je rappelle, cette croix de l'économie, ce sont ces quatre éléments que nous devons sortir de l'économie, qui ne doivent pas être marchandises, si on veut que l'économie soit saine. Alors, on a vu le capital. Si le capital devient lui-même source d'échanges et de commerce, on a comment dire, un détournement profond de l'économie. Et si la monnaie elle-même devient marchandise, là aussi, on a une perversion, on pourrait dire, de ce qu'est la monnaie dans son essence. Alors, on a essayé déjà de le comprendre un petit peu avec la monnaie de paiement et le fait de rajouter les qualités de la monnaie avec la monnaie de prêt, puis plus tard, la prochaine fois, la monnaie de contribution, cela nous aidera à comprendre comment on peut avoir une vision qui fait d'elle tout d'abord une comptabilité. Hein. Ça, c'est le premier point que nous avons vu dans l'émission 10. Hein. Et que cette comptabilité fait que la monnaie est un reflet de l'économie. Elle est une sorte de miroir de l'économie, miroir chiffré. Hein. Et si on la regarde comme ça, alors euh, on voit apparaître d'autres possibilités qui vont se manifester aussi dans l'émission de ce soir. Voilà ce que on pouvait dire peut-être pour un petit peu resituer notre travail, et on peut entrer peut-être directement dans notre thème, celui de la monnaie de prêt. Si ça va pour toi, Stéphane. Et alors, on peut à ce moment-là regarder peut-être en préambule de la question du prêt, une question qui est liée très fortement, c'est celle de l'intérêt. Je crois qu'il faut qu'on se mette au clair sur la notion d'intérêt, pour savoir, en fait, tout d'abord, parce que ça joue un grand rôle, on va le voir, c'est l'intérêt dans, dans toute l'économie actuelle. Mais à quoi correspond-il l'intérêt? Est-ce que en lui-même, il est réellement dans l'économie? C'est-à-dire que, est-ce qu'il correspond à une création de valeur? Une création de valeur, c'est par exemple quand un menuisier fait une table, quand un chimiste produit un nouveau produit, hein, quand, un commerçant vend les articles qu'il vend dans sa boutique, on a à chaque fois des créations de valeur. C'est-à-dire que l'activité du commerçant, de l'ébéniste, du chimiste, du docteur, etc., toutes ces activités ajoutent une valeur qui ensuite suit son propre chemin dans l'économie. Avec la notion d'intérêt, c'est-à-dire que si par exemple je prête de l'argent à quelqu'un et que je lui dis, bon ben voilà, on va fixer un taux d'intérêt de 3%,
qu'est-ce que j'ai fait avec ça? Est-ce que j'ai créé une valeur? C'est plutôt la personne qui emprunte et qui, avec cet emprunt, va faire quelque chose, qui va créer une valeur dans l'économie. C'est-à-dire, c'est l'emprunteur qui va. S'il emprunte, c'est parce qu'il veut créer des valeurs. Même si j'emprunte pour pouvoir, par exemple, avoir une voiture, m'acheter une voiture, cette voiture va me servir pour aller faire un certain nombre de choses et notamment faire mon activité professionnelle, me rendre à mon travail, et par là, ça contribue à la création de valeur. Mais, et alors bien sûr, si on a une entreprise, et ça on va le voir plus en détail tout à l'heure, une entreprise qui se crée, même si c'est un auto-entrepreneur qui démarre son activité et qui emprunte à quelqu'un de sa famille, hein, lui va créer des valeurs. Mais la personne qui lui prête ne crée pas elle-même la valeur. Et le fait qu'elle reçoive un intérêt pour cela pose d'énormes questions, surtout quand on regarde le coût que représente l'intérêt déjà dans un projet, et puis aussi au niveau global dans l'économie, quand on cumule la totalité des intérêts versés par tous les acteurs de l'économie. On peut peut-être regarder sur une slide le coût d'un projet, par exemple un projet immobilier. Supposons que l'on est quelqu'un qui acquiert un bien immobilier, mettons une maison, pour 400 000, et avec un prêt d'une durée de 20 ans. En réalité, si on a un taux, si on a un taux de 0%, il est clair qu'au total, il aura remboursé 400 000 au bout de 20 ans. Mais si on a un taux de 1%, on va s'apercevoir qu'il aura remboursé 441 000. Ça veut dire que la maison lui a coûté 10,3% de plus, ce que vous voyez dans la colonne de droite. 1%, ça ne paraît pas beaucoup. On a aujourd'hui, on peut emprunter dans l'immobilier pour, on va dire en moyenne, 1,3%. C'est très peu par rapport à ce qu'il y avait il y a quelques années. On reviendra sur cette question des taux bas, mais on se rend compte que déjà avec 1%, on a 441 000, donc 10%. Avec 2% d'intérêt sur 20 ans, on va être à 485 000, c'est-à-dire 21,4% d'intérêt que l'on aura payé. Alors que la personne qui a prêté, ou l'institution, comme on va le voir avec les instituts de financement, l'institut de financement, est-ce que ça lui coûte ce prix-là de faire, de faire ce prêt? C'est ça qu'il faudra regarder, on va y revenir un peu plus tard. Et on voit la progression, à 3%, on est à 33% de coût de l'intérêt. À 4%, on est à 45,4%. Vous direz, oui, mais aujourd'hui, on n'est pas du tout à des taux comme ça, puisqu'on est plutôt juste au-dessus de 1% en moyenne. Oui, mais c'est une situation très particulière. Il n'y a pas si longtemps, on avait des taux hypothécaires qui étaient de 5-6%. Et même, à une certaine époque, on est allé à des taux d'intérêt qui allaient, dans les années 80, à 16, 17, 18%. C'est le cas notamment, par exemple, de ce qui s'est passé pour les pays d'Afrique et d'autres pays, pays en développement, mais c'est surtout en Afrique que la situation a été le plus loin, avec des taux qui dépassaient quelquefois les 18%, ce qui amène par exemple que pour 400 000 euros, on
on aurait sur 20 ans 370,3% de paiement des intérêts. C'est-à-dire qu'on aura payé 3,7 fois le montant emprunté. Il faut se rendre compte, là on voit, disons, quand on atteint de tels taux, on voit à quel point l'intérêt coûte extrêmement cher à l'économie. Et je dis à la totalité de l'économie, parce que si vous regardez ce que une personne qui emprunte, disons, à 1,3%, elle va payer à peu près 13% à peu près d'intérêt. Mais ça veut dire qu'elle doit obtenir, de par son travail, 13% en plus de ce que lui coûte la maison. Ça veut dire que, en définitive, dans son salaire sera inclus cette somme, ce montant de 13%. On n'a peut-être pas fait ce rapprochement, mais tout intérêt que nous payons se répercute sur la masse salariale globale de l'économie ou sur les revenus des indépendants, mais ça veut dire que la facturation des prestations d'un indépendant doit forcément inclure ce montant des intérêts. Et alors si maintenant on commence à consolider, à amalgamer la totalité, faire la somme des intérêts qui sont payés, on se rend compte que soi-même on paye des intérêts, mais l'entreprise dans laquelle on travaille emprunte et elle paye des intérêts également. Et l'entreprise qui lui fournit les fournitures dont elle a besoin va aussi payer des intérêts, etc., etc. Et si on fait le total, alors un économiste, Helmut Kreutz, un économiste allemand, avait fait ça, lui était arrivé à un total astronomique, disant que dans le prix d'un objet vendu dans un magasin, il y avait un peu plus de 40% qui servaient à payer les intérêts. C'est tout simplement phénoménal. Ça me semble peut-être un petit peu gonflé comme chiffre, mais Marguerite Kennedy, qui a beaucoup travaillé sur cette question aussi, elle est arrivée à un montant de 30-33%, qui me semble plus proche de la réalité. Donc ça veut dire que dans tout ce que nous achetons, il y a environ 30% qui sert à rémunérer des personnes qui prêtent pour spéculer. Au fond, c'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire que nous alimentons dans l'économie réelle, une grande part de l'économie réelle est évacuée vers l'économie financiarisée, hein, vers l'économie virtuelle, c'est-à-dire on peut appeler économie virtuelle une économie qui on l'appelle comme ça, hein, et qui consiste à faire travailler l'argent pour lui-même, au lieu que ce soit l'activité humaine qui génère les valeurs. Ou alors qui pompe une partie de ce qui est généré comme valeur dans l'économie, qui en pompe une grande partie pour l'amener dans cette sphère financière où l'argent se multiplie par lui-même. Tout à l'heure, tu expliquais que celui qui prête de l'argent, ce n'est pas lui qui crée de la valeur, mais c'est celui qui emprunte l'argent et qui produit quelque chose grâce à l'argent emprunté. Je me souviens d'avoir vu il y a quelques années déjà un documentaire qui décrivait une situation en Inde où une personne, dans certaines régions, il était courant de faire des prêts qui pouvaient aller jusqu'à 50% d'intérêt. Et les personnes qui faisaient ces prêts le justifiaient en disant: mais c'est grâce à moi que de la valeur est créée économiquement.
hein. C'était le raisonnement, le concept tout à fait inverse en fait, hein. Lui prétendait que c'était grâce à lui que des valeurs sont créées économiquement. Quand on suit les phénomènes comme tu viens de le faire ici, on voit que l'intérêt en fait rend tous les produits et services plus chers. Non seulement il n'est pas créateur de valeur, mais il enchérit les choses. Donc, c'est pas lui qui fabrique la table, en d'autres termes, ou qui produit la bouteille de lait, mais il va contribuer à les rendre plus chères. Dans ce sens, donc, il ne produit pas des valeurs. Et pourtant, dans notre conception habituelle, avec de l'argent, on fait de l'argent, donc on produit, croit-on, des valeurs économiques en prêtant de l'argent. Donc là déjà, on est déjà tout à fait hors système de pensée habituel, si je puis dire. Oui, Si je comprends bien ton raisonnement, hein. tout à fait. Et ça correspond exactement ce raisonnement que tu décris correspond c'est le même que fait celui qui investit en capital dans une entreprise. Hein. Il dit sans moi, l'entreprise ne pourrait pas exister. Donc c'est moi qui suis à l'origine de la création de la valeur. Et on a vu, dans les émissions où on a parlé du capital, on a vu à quel point cette vision-là, euh, non seulement a été faussée, mais elle fausse l'économie aussi. Hein. Donc, une fois qu'on a vu ce coût ce coût global des intérêts, euh, qui est quand même inattendu, je pense, pour tout le monde, hein, de se dire qu'on consacre autant d'argent chaque fois qu'on dépense un euro, qu'il y a à peu près 30 centimes qui vont pour, pour cette économie virtuelle. Une fois qu'on a vu ce coût global, il est peut-être intéressant de regarder que l'économie, au fond, ne ment jamais. Finalement, elle va toujours montrer, révéler les problèmes qu'on a introduits en elle. Et alors, avec l'intérêt, ce qui se passe depuis 2008 est très intéressant, c'est le cas de le dire, hein, c'est qu'on a une baisse des intérêts qui est considérable et qui va même jusqu'au point où les banques centrales et certains États aussi rémunèrent de façon négative l'argent qu'on leur prête. Ça veut dire que si vous voulez placer de l'argent dans une banque centrale ou si vous voulez acheter des bons d'État, des obligations, hein, que l'État émet pour pouvoir se financer parce qu'il est en déficit permanent, hein, et même, eh bien, l'État, par exemple, va vous faire payer, si vous voulez acheter des obligations, vous allez payer un intérêt négatif d'environ 0,25, entre 0,25 et 0,50%. Ça veut dire que actuellement, on est arrivé à une situation économique tellement surréaliste que l'argent ne sait plus où se placer. Et les gens étant à la recherche de placements sûrs vont le mettre à des endroits où ils vont payer pour qu'on leur prenne leur argent. S'il vous plaît, prenez mon argent et je suis prêt à payer 0,3, 0,4, 0,2 pour ça. Donc c'est le monde de la financiarisation est à l'envers, est en train de se retourner. Et l'intérêt est en train de s'autodétruire. J'annonçais ça déjà dans mon livre parce que il a été publié en 2014 et à l'époque, c'était extrêmement rare. Il y avait la Banque centrale du Japon et
qui le faisait relativement souvent. Et la banque, à l'époque où j'écrivais le livre, la banque centrale, la Banque de France, avait fait ça à 2 ou 3 reprises, mais c'était considéré comme exceptionnel. Et maintenant, c'est la pratique, ça devient pratique courante. Donc on a une sorte d'annihilisation, je vais y arriver, de l'intérêt qui doit nous interpeller, qui montre qu'on atteint là, l'économie financiarisée atteint des limites qui, qui doivent nous faire dire mais où va-t-on de cette façon-là? Et en même temps, ça pourrait nous faire dire mais cela montre qu'il faut changer totalement de paradigme. Et c'est ce que nous proposons, c'est-à-dire d'avoir maintenant des prêts qui fonctionnent sans intérêt. Beaucoup de personnes sont très en colère du fait de voir que les taux d'intérêt deviennent aussi bas, voire deviennent négatifs, parce que dans leur culture, dans leur représentation, c'est une évidence que quand on prête de l'argent, il doit y avoir de l'intérêt. Donc elles sont très choquées. Et on voit ça depuis quelques années. Mais par ailleurs, le fait que les intérêts deviennent négatifs dans certains cas contribue aussi à une modification des représentations et de la culture ambiante. C'est-à-dire qu'on commence tout doucement à pouvoir accepter, peut-être, je sais que c'est pas tout à fait le thème de ce soir, mais que l'argent peut perdre de sa valeur, justement. C'est aussi du fait qu'on est arrivé, tu viens de le dire, à une espèce de limite de la financiarisation de l'économie. On est arrivé tellement loin dans les extraits qu'on est déjà en train de sortir un peu du paradigme sans l'avoir voulu consciemment, du Mmh. paradigme qui existait jusqu'à présent. Et Mmh. de ce fait, il peut y avoir un terrain qui se prépare, qui pourrait être plus propice pour accueillir de nouvelles idées. C'est ce que nous allons continuer à faire ce soir d'ailleurs. Mmh. Oui, un terrain beaucoup plus propice. Il faut en même temps se dire: «Mais les les financiers, ça ne les intéresse pas beaucoup que ce soit comme ça». Donc que vont-ils, essayer de trouver comme stratégie, pour sortir de là? Et bon, je veux pas, je veux pas m'écarter du sujet, mais ça en fait partie quand même, hein. Quand on voit ce qui est en train de de se profiler au niveau des États-Unis, où on a une augmentation des taux d'intérêt de la Federal Reserve Bank, la banque centrale américaine, hein, donc euh, le taux d'intérêt a doublé en l'espace de quelques semaines, hein. Donc c'est assez surprenant. Et on parle de l'inflation, alors que l'économie est partout ailleurs dans le monde relativement bloquée, hein, notamment en Europe, hein. Les, aux États-Unis, ils sont en train de craindre l'inflation. Donc, qu'est-ce qui est derrière et pourquoi on fait tant de discours sur l'inflation aux États-Unis? Ça doit attirer notre attention. Nous dire, tiens, là, il y a probablement quelque chose qui se prépare. Mais je referme la, la parenthèse et nous voyons que on, et nous allons le découvrir encore dans la suite, c'est que on peut fonctionner avec des taux d'intérêt qui sont des taux d'intérêt euh, nuls, c'est-à-dire supprimer totalement l'intérêt du prêt. Alors, peut-être pour avancer là-dessus, il faut se demander, mais qu'est-ce que c'est en fait le prêt? Est-ce que le prêt est nécessaire dans l'économie, hein? Quelle est la nature du prêt, hein? Alors là, il est peut-être bon qu'on se rappelle le schéma fondamental de l'économie, qu'on a vu la tension fondamentale qui existe dans l'économie, qu'on a vu déjà dans plusieurs émissions en arrière, mais qu'on doit chaque fois se rendre présent à l'esprit, hein. Nous avons, quand on a commencé à étudier la monnaie, nous avons vu que la monnaie
au fond, ne devrait être qu'une comptabilité, comme je le rappelais tout à l'heure. Mais en même temps, de par sa nature, elle a tendance à redevenir marchandise à chaque fois qu'elle s'accumule. Donc il nous faut éviter à tout prix les points d'accumulation où la monnaie pourrait se stocker en quelque sorte, être épargnée, et là, elle aurait presque naturellement envie de travailler par elle-même, de faire des petits, comme on disait avant. Hein. Euh, et il faut donc pour cela absolument euh, aller du côté de la flèche verte, la comptabilité, et donc prendre des mesures qui vont faire en sorte que la monnaie n'aille pas dans la direction rouge, hein, que l'on a signalé là sur ce schéma. Pour ça, bien sûr, la suppression de l'intérêt est la chose primordiale. Et en même temps, l'autre facteur qu'on a vu avec la monnaie de paiement, c'est qu'on tendait à décourager l'épargne également en ayant une sorte de dévaluation de la monnaie de 10% par an pour la monnaie qui serait sur un compte d'épargne. Autrement dit, quelqu'un qui laisserait ses fonds sur son compte de ce qu'on appelait le compte de consommation différée, cette personne perdrait 10% par an, ça c'est le montant dissuasif qu'on propose, mais ça peut être discuté. Mais si c'était de 10% par an, vous imaginez qu'au bout de quelques années, au bout de 10 ans, vous n'auriez plus rien sur votre compte d'épargne. Donc, le fait de supprimer l'intérêt, le fait de faire vieillir l'argent, cela a pour conséquence que l'épargne est découragée. Donc ça veut dire que, alors à ce moment-là, on a d'autant plus besoin du prêt. Hein. Mais qu'est-ce que c'est qu'un prêt, en fait? Si on regarde, si quelqu'un veut créer une entreprise, par exemple, qu'il vient voir un institut de financement, comme on va le présenter tout à l'heure, eh bien, il vient parce qu'il a un projet qui va créer de la valeur dans l'économie. Et ce que fait à ce moment-là l'institut de financement, c'est de mettre simplement à disposition cet argent. Mais mettre à disposition, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, il comptabilise sur le compte de l'emprunteur une somme, et ça veut dire qu'au fond, il fait une sorte d'anticipation de quelque chose qui va apparaître dans les mois et les années à venir. Un prêt, c'est en fait tout simplement une anticipation que fait l'ensemble de l'économie envers un projet. Et cette anticipation va s'inscrire de façon comptable sur le compte de l'emprunteur, une entreprise par exemple. Hein. C'est la même chose pour veut s'acheter une maison, une voiture ou du mobilier, etc. Hein. Ce qui voudrait dire alors que prêter de l'argent pour une personne ou une entreprise, etc., qui ne serait pas orientée vers une production à venir, simplement pour de la consommation, pourrait alors être inadéquat. Puisqu'il n'y a pas de production à venir. Il faut que cette personne ou cette entreprise soit dans la capacité, grâce à cette production, de rembourser le prêt à un moment donné. Bien sûr, oui. Oui, oui. Ça, c'est indispensable qu'il puisse rembourser son prêt. Ça semble peut-être bizarre de le dire, mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui au niveau des États et au niveau des banques centrales et au niveau des théories qui sont faites par les économistes,
certains disent: «Mais non, en fond, on n'a pas besoin de rembourser les prêts, hein, on peut continuer à» je 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 raccourcis, hein, bien sûr le raisonnement, mais ce qui semblait une évidence jusqu'à il y a quelques mois en arrière, aujourd'hui, vous avez des économistes très sérieux qui, très sérieusement, hein, c'est pas un 1er avril, ils vous soutiennent que, au fond, on pourrait vivre sans rembourser les prêts. L'État pourrait continuer à s'endetter, éternellement, hein. Là, il faudrait consacrer une soirée à ça, hein. On est en train de pénétrer dans une sphère de chaotisation totale de la monnaie, actuellement. Et ce sont parfois des économistes de renom qui disent ça d'ailleurs. Bah, bien D'ailleurs, il sûr. faut remarquer que les États, lorsqu'ils empruntent de l'argent, pour une part, utilisent cet argent sous forme de subvention. Et quand on subventionne des projets, ce qui est indispensable, hein, bien sûr, eh bien, il n'y a pas nécessairement de retour d'argent des projets subventionnés. Au contraire, il ne s'agit pas de prêter de l'argent à des entreprises ou à des associations ou à des institutions, mais il s'agit de leur verser sans retour. C'est ça le principe de la subvention. Or, Mmh. le financement de ces subventions se fait sur base d'emprunts. Donc là, c'est clair que il n'y aura pas de possibilité de rembourser sur base d'une activité future, puisque cette activité-là ne va pas faire l'objet d'un retour d'argent vers l'État lui-même qui va pouvoir rembourser ses emprunts. Mais voilà, je referme la parenthèse aussi, mais pour dire que on est là en pleine problématique de fond. Ouais, ce que tu dis, en fait, montre, 2 choses. C'est que d'un côté, on a, par exemple, des subventions et c'est-à-dire qu'on a de la monnaie, ce qu'on va voir la prochaine fois, de la monnaie de contribution qui est empruntée. Et là, on marche sur la tête, hein, on le comprendra bien la prochaine fois, hein. Et puis, deuxièmement, il y a l'espoir que la croissance économique permettra un jour d'assainir les finances et de pouvoir rembourser et de revenir en dessous des fameux 60. Voilà. Mais là, on voit qu'on vit avec des représentations, des schémas de fonctionnement anciens. Ça fait longtemps que la croissance a disparu. Alors elle va peut-être réapparaître maintenant. On va dire, oh, on a une croissance formidable. Mais c'est parce qu'on a décru de façon conséquente, hein. On a à peu près perdu 10% du PIB en l'espace d'un an. Et donc, si tout à coup maintenant il y a une recroissance, ce sera un rattrapage, mais ça ne sera pas la croissance qu'on a connue dans les années passées. Ça, c'est aussi un thème en soi Mhm. euh, qu'il faudrait aborder. Mais voilà, tout à fait. On est donc face à une situation qui est de plus en plus désorganisée. Et si l'on a les clés de lecture pour comprendre en quoi consiste cette désorganisation, je crois que là, on peut, à partir de là, trouver les remèdes. Comment on va essayer de le faire euh, pour les instituts de financement, tels qu'on va les présenter, hein. Donc, en fait, il faut dire que le prêt, sa nature, hein, on a parlé d'anticipation tout à l'heure, hein, mais en fait, il faut dire que c'est une anticipation, donc bien sûr sur le futur, ça va de soi, hein, et on peut appeler la monnaie qui est ainsi, qui va apparaître, qui va être créée, on va voir pourquoi après, hein, cette monnaie qui va être créée est une monnaie qu'on peut appeler monnaie orientée future, hein, qui est différente de la monnaie d'épargne, qui elle est une monnaie tournée vers le passé, hein, et qui est différente de la monnaie de paiement, qui elle est une monnaie du présent. Et je crois que c'est bien de regarder dans le temps la monnaie, hein, avec le passé, le présent et l'avenir. Et de voir qu'en fait, la monnaie, ben, c'est comme un fleuve, hein. On dit qu'on ne se baigne jamais dans la même eau, hein, euh, dans un fleuve, hein. C'est bien ça. Le,
l'eau est présente un instant, et l'instant d'après, elle est déjà un peu plus loin, elle va vers le futur. Hein. Avec la monnaie, il en est de même. Il faut la monnaie qui est là pour le présent, c'est la monnaie de paiement, et il faut la monnaie orientée future, qui est la monnaie de prêt. Et ça nous amène peut-être à la question, mais pourquoi a-t-on besoin d'un prêt? Si l'épargne est découragée et donc elle tend vers zéro, hein, elle ne sera pas égale à zéro et ce n'est pas un problème, mais si elle tend vers zéro, c'est plutôt sain pour l'économie. Et dès l'instant où on a peu d'épargne, ben, une entreprise, pour se créer, elle a besoin d'un financement. Une entreprise qui veut se développer, elle a besoin d'un financement si elle doit acquérir de nouvelles machines, si elle veut installer une nouvelle usine à l'autre bout de la France ou de la Belgique, hein, ou du Canada. Hein. Voilà, il y a un certain nombre de situations dans la vie de l'entreprise qui fait qu'on peut avoir besoin tout à coup d'un apport d'argent, ne serait-ce que par exemple pour un besoin conjoncturel. Si il y a une catastrophe naturelle qui fait que ce que vous aviez prévu de vendre, vous ne pouvez pas le vendre, ou bien votre outil de production est mis à l'arrêt, vous pouvez avoir un besoin conjoncturel d'argent qui fait que vous avez besoin d'emprunter à un moment donné. Pour un particulier, c'est la même chose. Pour une maison, c'est évident que avoir l'épargne nécessaire pour pouvoir acheter une maison, il faudra avoir une très très grosse épargne pour ça. Hein. Et puis pour une voiture, c'est déjà le cas pour la plupart des gens qui ont même quelquefois une difficulté à faire un apport initial. Hein. Donc on peut voir un certain nombre de situations où un particulier a aussi besoin, d'autant plus si l'épargne est découragée, eh bien, il aura besoin d'avoir recours au prêt. Et si c'est un prêt sans intérêt, à ce moment-là, l'économie aura tout à y gagner. Parce que la personne pourra emprunter à un coût enfin, un coût zéro, on peut dire. Hein. On va nuancer après la chose quand on parlera de l'institut de financement, parce qu'il y a un paiement du service qu'il faudra intégrer, hein, mais qui sera de loin moins élevé que le coût actuel de l'intérêt. Hein. Voilà, donc si on voit ça, alors on peut se dire que l'intérêt correspond à un besoin de l'économie. L'économie a besoin d'intérêt parce qu'elle a besoin que des initiatives nouvelles, des nouveaux projets dans l'économie puissent se développer. Tu veux dire que l'économie a besoin de prêts, pas d'intérêt, hein? J'ai dit l'intérêt. Gros lapsus. C'est un gros lapsus, mais bien sûr, c'est comme ça qu'il fallait le comprendre. Elle a Oui, besoin d'argent de prêt. Voilà, voilà. merci. J'ai dit ça, c'était juste pour voir si tu me suivais bien, hein, bien sûr. On est d'accord. Hein. On est d'accord. Je plaisante. Oui, donc l'économie a besoin du prêt pour que des produits nouveaux puissent se développer, des initiatives nouvelles. Hein. C'est aussi la vitalité de l'économie. Hein. Si tout à coup on invente de nouvelles façons de produire, des nouveaux objets, etc. Après, viennent d'autres questions, bien sûr, comme par exemple, est-ce que c'est bon pour l'environnement, est-ce que c'est bon pour l'être humain, etc. Ça, c'est des questions qui devraient être traitées aussi dans le cadre des instituts de financement.
Mais le prêt en lui-même est nécessaire pour, pour l'économie des entreprises et l'économie des particuliers, hein. Alors si on arrive à la question que c'est une nécessité et qu'il faut qu'il puisse être, acquis, le prêt à un coût, nul, hein, au fond, il faut se dire il s'agit là d'un service, public. Un service public de la monnaie, de même qu'on avait les les, instituts de paiement qui étaient un service public parce qu'on a besoin que les paiements puissent se faire facilement et rapidement. De même, on a le besoin du prêt comme un besoin de l'économie et donc il s'agit là d'un service, public au même titre que les routes, l'infrastructure pour les communications, la poste, etc. Donc cette notion de service public introduit comme ça dans la monnaie euh, euh, peut résoudre aussi un certain nombre de questions euh, qui seraient soulevées par le fait que l'intérêt, parce que les banques par exemple se rémunèrent en grande partie euh, sur les prêts qu'ils font à leurs clients, hein, entreprises et particuliers. Donc, comment les instituts de financement seront-ils financés eux-mêmes? Eh bien, il faudra bien sûr que ce soit de l'argent public, une façon d'assainir cette question, cette partie-là de la monnaie d'une façon considérable. Et quand je dis service public, alors je voudrais juste préciser une chose, ça ne veut pas dire un service euh, régi par un État exécutif central. On est Mhm. bien d'accord, nous avons posé lors de nos premières séances le fait que l'État devrait se transformer considérablement, devenir un État civilien, un État de la société civile. Et il s'agit donc de créer un service public du prêt géré par la société civile. Les instituts de financement seraient gérés par la société civile. Si on a le temps, on en dira quelques mots là-dessus. Merci de l'avoir précisé, hein, parce que quand on dit service public, eh bien, beaucoup peuvent faire par automatisme le lien avec l'État, l'État central, etc. Alors que ce n'est pas ça qui est entendu. D'ailleurs, nous avions bien précisé que certains services publics sont rendus par des sociétés privées, en fait, mais avec un cahier des charges de service public précisément. Tout à fait, oui. Et là, dans ce cas, ce serait des institutions qui seraient sans but lucratif, hein, Mhm. donc qui seraient d'intérêt public. Et la question de chercher à faire une plus-value n'est pas dans leur objectif, je crois, Mhm. hein. Donc, sur cette base-là, alors ça amène bien sûr la question, mais comment, euh, comment ça va se passer? Euh, Ces instituts de financement n'ont pas de capitaux propres, on pourrait dire, hein. Ils n'ont pas de fonds qu'ils peuvent prêter. Euh, Comment vont-ils procéder? Alors là, il y a une question très importante qu'il faut clarifier, parce que dans beaucoup de milieux alternatifs, on a vu proliférer la notion de l'argent-dette. Et beaucoup de gens, et sans doute parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui, hein, il y en a beaucoup qui ont adhéré à cette vision-là, que l'argent, le prêt, euh, la possibilité de faire des prêts qui est confiée
depuis environ 1973, si je ne me trompe pas, en France, cette possibilité pour les banques privées de faire des prêts, même aux États, hein, que c'est un des grands problèmes, ou peut-être le grand problème de la monnaie actuelle. Et l'on dit alors que cet argent-là, créé par les banques, est un argent qui est créé ex nihilo. Nihil en latin, ça veut dire rien, hein, ça veut dire créé à partir de rien. Je crois qu'il faut vraiment se mettre au clair avec cette notion-là, parce que si on regarde en surface, on va dire ces personnes-là qui disent il y a une création ex nihilo, elles ont raison. Mais on va voir qu'en grattant un petit peu, c'est pas vraiment le cas. Alors pour ça, on peut peut-être regarder un tableau qui va montrer ce qui se passe dans une banque et d'où vient cette notion de création ex nihilo. Hein. Ici, j'ai remis un bilan d'une banque, hein, pour présenter d'une façon très très simplifiée, hein, la notion de crédit bancaire. On voit au passif les comptes, ce qu'on appelle les comptes ordinaires des déposants, les comptes de dépôt, c'est-à-dire les comptes que nous avons tous dans les banques, sur lesquels nous percevons soit nos salaires, soit nos retraites, soit le paiement de nos factures, etc. Il s'agit peut-être de préciser, Michel, ici qu'on est bien dans le bilan de la banque, hein, à proprement parler, sauf erreur de ma part. Hein. Tout à fait, oui, oui, C'est bien le absolument. bilan de la banque. Hein. Oui. Et on n'est pas déjà dans le concept tel qu'on l'avait précisé lors d'une autre rencontre civilienne où les crédits étaient hors bilan. Hein. Donc on reste dans le système traditionnel, hein, ici. Voilà, hein, absolument. Merci de le préciser. Alors, donc, on a un compte ordinaire des déposants. Hein, ce sont nos comptes, hein, je redis ce que j'avais dit, ce sont nos comptes en banque. Hein. À droite, dans la bulle, vous avez un extrait du compte d'un déposant. On va l'appeler un tel. Hein. Et mettons qu'il est à son crédit 3200. Hein, quand vous lisez votre relevé bancaire, vous avez ça. Je n'ai pas mis bien sûr le libellé, c'est-à-dire à quoi ça correspond, hein, mais tout le monde comprend que vous avez la colonne crédit 3200, un tel dépense 450 €, peu importe pourquoi, hein, puis il dépense 120 €. D'accord, donc ça lui fait un solde, hein, qui va apparaître à l'actif du bilan dans la ligne que je n'ai pas mis ici, qui est la gestion justement des comptes ordinaires des déposants. Hein. Donc, ce qui est inscrit au passif dans le compte des déposants a sa symétrie enregistrée à l'actif. C'est important de le voir parce que maintenant, on va passer à la situation de la diapositive suivante où on va avoir un crédit qui est accordé à un tel, mettons pour acheter une voiture, hein, il a demandé 20 000 €. Eh bien, ce qu'on présente habituellement et qui est la réalité, c'est que la banque va inscrire au crédit du compte Intel 20 000 €. Et simultanément, vous savez qu'en comptabilité, une écriture se fait toujours à double, deux fois. Hein, elle va être inscrite donc au débit du compte prêt personnel à la clientèle. Donc la banque inscrit au crédit 20 000 pour le déposant et en même temps, elle inscrit 20 000 dans le compte de Intel. Enfin, dans son compte, avec bien sûr le nom de Intel, mais dans ce compte des prêts personnels à la clientèle. Alors,
ceux qui parlent de la création ex nihilo vont dire, ben oui, vous voyez, donc à droite, elle écrit quelque chose et à gauche, elle écrit la même chose. Donc, c'est un tour de passe-passe et c'est créé à partir de rien. C'est ne pas connaître la monnaie orientée future que de dire cela, parce que le banquier ne prête jamais à partir de rien. Il prête toujours parce qu'il y a un projet. Si vous voulez acheter une voiture, il va vous demander quels sont vos revenus, etc. Si vous êtes une entreprise, vous allez venir avec un plan financier sur lequel vont être montrés comment vous entendez développer cette entreprise, et le banquier va regarder si ça tient la route. Et il vous prêtera sur la base de quoi? Sur la base de la confiance qu'il a dans le fait que vous allez réaliser votre projet. Il a confiance que vous travaillez et que vous allez pouvoir chaque mois rembourser les mensualités de votre prêt. Il a confiance que vous êtes un entrepreneur ou une équipe qui va créer une entreprise, et il a confiance que vous allez pouvoir réaliser ce projet. Alors, on reviendra là-dessus quand on arrivera à l'institut de financement, sur ce que ça suppose de la part du banquier comme qualité. Mais l'argent qui est prêté n'est jamais créé à partir de rien, il est créé à partir du futur. C'est-à-dire à partir de la confiance que le prêteur a dans ce que vous lui annoncez comme futur. Est-ce qu'on peut dire que c'est la confiance et aussi les représentations qu'il se fait du futur? Mmh. Que les deux jouent. Et peut-être que pour les personnes qui pensent qu'il y a de la création monétaire ex nihilo, pour ces personnes se représente que la confiance et les représentations et les projets futurs, c'est quelque chose qui n'existe pas, en tout cas qui n'existe pas déjà, qui n'a pas une véritable existence. Mmh. Alors on pourrait dire c'est ex nihilo, c'est le néant, ça Mmh. n'existe pas. C'est Mais en ça. réalité, c'est quelque chose qui existe réellement déjà, ne serait-ce que dans la conscience des êtres humains. Oui, sinon on se marierait jamais, hein. Parce que si le vœu du mariage que l'on fait, si on promet à ce partenaire de dire: «Bah, je vais faire ma vie avec toi», heu, ça veut dire que ce futur, il devient réalité, dès cet instant-là, hein. Il commence à devenir réalité, on va le réaliser. Alors, que ça s'arrête à un moment donné et qu'on n'aille pas pour toute la vie, mais qu'on aille pour un certain nombre d'années, ça tient peut-être à notre, comme tu disais, à notre représentation. Peut-être qu'on s'est représenté les choses pas tout à fait comme elles auraient dû être faites, mais ça ne veut pas dire que l'instant où on décide, on dit oui pour le mariage, que là, on est dans le néant et qu'on se jette dans le néant. Dans le fond, la création monétaire pour de l'argent de prêt est aussi un contrat, c'est une convention, c'est un engagement réciproque. C'est un engagement réciproque, absolument, tout à fait. Ouais. Et ce que fait la personne de l'institut de financement à ce moment-là, c'est qu'elle elle dit je vous donne du droit à consommer. On a vu que l'argent était un droit à consommer. Je vous donne un droit à consommer, mais vous allez l'utiliser tout de suite parce que ce futur, il est immédiat. C'est, si vous voulez par exemple acheter des machines, vous allez les acheter tout de suite. Vous empruntez pas pour acheter dans 2 ans les machines. Ou alors sinon, le banquier ne vous prêtera que dans 2 ans, hein. Donc
Dès l'instant où vous empruntez, la monnaie va être immédiatement dépensée. Alors, immédiatement, entendons-nous, elle commence à être dépensée, et puis après, peut-être que vous ne prenez pas la totalité du prêt, vous en prenez qu'une partie, puis ensuite, un peu plus tard, quand il y a un peu plus de salaire à payer, etc., vous prenez une autre partie. Ça peut être étalonné en plusieurs tranches, hein, le déblocage du crédit. Mais dépenser cet argent. Ça veut dire que l'argent de prêt n'existe que pour un court instant. Il existe le temps que vous le dépensiez. C'est-à-dire que dès l'instant où vous achetez les machines, le mobilier, les ordinateurs, etc., pour votre entreprise, cet argent-là, il va être, où ça? Mais dans l'économie. Il va être chez vos fournisseurs. Et vos fournisseurs vont payer leurs employés avec cet argent-là, et les employés vont le dépenser dans les magasins, etc. Au bout de quelque temps, si on pouvait tracer les billets comme ça, je ne veux pas dire les pucer parce que c'est. Hein, mais c'est et qu'il y avait un liquide qui répandait la trace de la monnaie, hein, comme ça, eh bien, on verrait que pour une entreprise qui s'est créée, par exemple, dans le sud-ouest, eh bien, la monnaie se retrouve peut-être dans le nord-est ou même en Belgique. Est-ce qu'il est juste de dire que l'argent de prêt est devenu argent de consommation dès que l'entreprise a fait les acquisitions de machines, de biens immobiliers, etc., avec l'argent de prêt? Voilà. L'argent de prêt a une durée de vie extrêmement limitée. Hein. Il devient immédiatement consommation, et donc c'est là qu'il montre sa valeur. Hein. Est-ce qu'il a été créé à partir de rien, ou bien les machines sont là, l'économie vit à partir de là, à partir de ces machines et tout le reste, hein, qui est acheté. Dans le domaine immobilier, c'est d'ailleurs très net, hein, parce que lorsqu'il s'agit de construire un nouveau bâtiment, par exemple, que ce soit pour du logement ou pour une entreprise qui emprunte l'argent, eh bien, les tranches sont libérées au fur et à mesure de la facturation par les entreprises du bâtiment qui réalisent ce bâtiment. D'ailleurs, ces factures sont transmises à la banque et c'est la banque qui paye elle-même les entreprises en question au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Donc, il est en effet converti immédiatement, quasi immédiatement. Il est prêté et converti immédiatement en argent versé aux entreprises en question. Donc il devient de l'argent de consommation Mm. dans la fraction même du moment où il est libéré en tant qu'argent de prêt, quoi. Oui, oui. Alors, il faudrait voir si c'est comme ça dans tous les pays, mais en tous les cas, en Belgique apparemment, puisque tu le dis, et puis en Suisse, c'est également le cas aussi. Hein. Ouais. Donc, oui, oui, ça illustre bien que ça suit l'économie réelle. Enfin, ça la devance juste d'un court instant, au fond. Il faut dire ça. Le prêt, cet argent qui est, entre guillemets, créé sur l'instant, il est une anticipation très courte dans la comptabilité, qui est la monnaie. C'est-à-dire dans la comptabilité de la banque sur le compte de un tel ou de l'entreprise un tel. C'est, si on voit ça, à ce moment-là, on voit que, au fond, j'aimerais dire ça comme ça. D'où est venu le fait qu'on ait pu dire oui, mais cet argent est créé ex nihilo, c'est un scandale, les banques s'enrichissent là-dessus, etc. Mais oui, mais les banques s'enrichissent à partir de quoi? Elles s'enrichissent à partir de l'intérêt. Si vous supprimez l'intérêt payé pour les emprunts, à ce moment-là, est-ce que ça devient un problème que les banques créent cette monnaie par anticipation sur le futur? Je pense que si il n'y avait pas eu ces qui étaient demandés et qui étaient demandés également à l'État, puisque le problème, enfin la question a surgi dans la conscience des gens qui ont pensé à cette notion de ex nihilo, et c'est apparu principalement du fait que
à partir de 1973 ou 74, c'était, je crois, Pompidou, hein, qui a, en France, fait voter une loi qui faisait que la, la Banque centrale ne pouvait pas payer, ne pouvait pas avancer de l'argent à l'État, que l'État devait passer par les banques privées. Donc, bien sûr, ça a coûté très cher à l'État. On peut dire que j'avais fait le calcul pour un déficit cumulé, hein, donc la dette de la France, qui à l'époque, quand j'ai sorti le livre, était à 1700 milliards à peu près, 1600, 1700 milliards. Hein. On n'est pas à 100 milliards près, mais ça avait coûté énormément d'argent à la France, et que la France ne serait pas aussi endettée si elle n'avait pas payé ses intérêts, qui étaient à l'époque de 50 millions par an, quand même. C'est pas rien. Hein. 46, très exactement. Hein. 50 millions ou 50 milliards? 50 milliards, pardon. Milliards. Oui. Donc 46 milliards, hein, qui correspondait à plus que l'impôt sur les entreprises, hein, en France. Donc ça veut dire que l'impôt sur les entreprises servait à payer les intérêts aux banques. On comprend qu'on est crié au scandale, que beaucoup d'économistes alternatifs aient dit non, ça c'est pas possible. Mais et donc il voulait que l'argent soit versé par la Banque centrale à l'État, et il pensait que ce serait mieux pour l'économie, d'une certaine façon, puisque la Banque centrale achète les dettes de l'État, les rachète. Elle est en train de le faire. Mais ça crée un nouveau chaos. C'est-à-dire que ce que pensaient comme remède les gens, est de revenir à la situation antérieure au gouvernement Pompidou, hein, eh bien, c'est en train de se faire d'une certaine façon avec ce que fait la Banque centrale européenne via la Banque de France ou via la Banque de Belgique, hein, il ne faut pas l'oublier. C'est toujours les banques centrales de chaque pays qui font ce rachat de dettes. Eh bien, c'est en train de se faire, mais on est en train de carrément faire voler en éclats ce qu'est la monnaie elle-même de cette façon-là. Et donc, je pense qu'il faut aller dans une direction totalement opposée à ça. Et dans mon livre, je montre aussi quel est le problème des banques centrales, et que la Banque centrale en elle-même, j'appelle ça, il y a un chapitre qui s'appelle la Banque centrale, un anachronisme. Hein. C'est-à-dire que ce sont des formes du passé qui restent présentes, de même que on a le gouvernement central, on a la Banque centrale. Hein, ce sont des formes du passé qui perdurent, qui ne sont pas remises en cause par les économistes, ou très peu, très très peu. Hein. Et je pense qu'avec un service public de la monnaie, on n'a absolument pas besoin de banque centrale. Dans ce cas-là, cette question de la création monétaire prend un tout autre aspect. Et je crois que c'est ça qu'il faudrait, qu'il faut regarder, et se rendre compte que le problème doit être abordé tout à fait autrement, et non pas par cette voie du ex nihilo qui ne correspond pas à la réalité de l'économie, car il faut inclure le futur dans l'économie, je crois. Dans ce que tu viens de dire ici, à nouveau, on voit un peu ce que pourrait être la spécificité d'une approche dite civilienne. C'est une approche dans laquelle on n'est pas en train de renforcer un organisme central, une banque centrale ou une super banque centrale, mais d'aller plutôt dans le sens d'instituts de financement portés par
des civiliens. Il faudrait peut-être d'ailleurs un jour qu'on reprécise un peu ce qui peut encore faire la différence entre une approche civilienne et simplement de la société civile. Ça sera encore peut-être à approfondir une autre fois, mais il n'y a pas lieu de penser qu'on va trouver une solution à ce problème en ayant une centralisation extrême de l'émission de monnaie par une super banque centrale. Ce qui est le cas, par exemple, de certains penseurs qui sont, disons, plus orientés dans le sens de la pensée de Marx, par exemple, mais également de ce que l'on voit apparaître, comme tu viens de le mentionner, avec la Banque centrale européenne. J'entendais encore récemment un économiste de renom, un économiste belge, qui disait que la solution, ça va être de déposséder progressivement les banques privées de leur droit d'émettre monnaie, de créer de la monnaie, et de mettre ça de plus en plus, ce qui est déjà le cas d'ailleurs, dans les mains de la Banque centrale européenne, qui est un organisme dans lequel on fait tellement confiance que les taux d'intérêt resteront toujours bas, d'une part, et d'autre part, ce sera même plus nécessaire de rembourser les dettes. Mais enfin voilà, je sors un peu du propos, mais on voit émerger de nouveau très fortement dans différents courants de pensée, hein, y compris à droite, si je puis dire, cette idée que ce qui peut être salutaire, c'est un organisme d'État centralisateur, quoique la BCE n'est pas un organisme d'État, mais enfin, quoique c'est complexe, hein, tout ça. C'est quand même un organisme qui est mu au départ par des intentions qui sont liées au monde politique, quoi, Mmh, et dans mmh. lesquelles les civiliens n'ont pas grand-chose à dire, en d'autres termes. Oui, parce qu'il y a quand même une vision de l'économie et peut-être même une vision du monde au sein de la banque, Mm, de la BCE, hein, comme de mm, la Fed, etc. mm, Hein. Donc, ce sont pas des organismes neutres, loin de mm. là. Hein. Et on sait que l'ensemble de l'Union européenne a en son cœur la, des théories libérales, hein, une orientation libérale ou voire néolibérale de l'économie. Hein. Donc, euh, on, croire que l'État est neutre et qu'une banque centrale puisse être neutre, c'est une vaste illusion, je crois. Hein. On le voit d'ailleurs tous les jours. Hein. Donc, et tu as raison de souligner ça. Il faudrait presque une fois consacrer une séance à ça. C'est le fait qu'on a un retour de l'État, euh, une sorte de néo-keynésianisme pour ceux qui connaissent un peu le mot, hein, qui, qui se fait de plusieurs parts avec tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la santé. Hein. Euh, on voit l'État prendre des prérogatives dans des domaines où jusqu'à présent il intervenait, en tous les cas pas de la façon dont il intervient aujourd'hui. Hein. Je suis mesuré dans mes mots. Hein. Et, et, le, et on le voit aussi au niveau monétaire, hein, où on va avoir une sorte de mariage bizarre entre la Banque centrale et l'État. Et tout ça va conduire effectivement, comme tu le disais, à un renforcement de l'État. Il y a eu des articles qui sont parus dans certains journaux avec le retour de l'État. Mm. L'État, bien sûr, central, unitaire. Pas l'État que nous prônons dans les rencontres civiliennes. Alors c'est très important justement de faire le lien entre les choses et de se rendre compte que l'économie et l'État, on doit mettre autant de force pour transformer l'État que pour transformer l'économie. Et pour ça, on a besoin d'idées complètement nouvelles et des idées qui vont jusqu'à entrer dans le futur, hein, comme avec cette monnaie orientée futur. Et je rappelle à ceux et celles qui sont en direct avec nous que vous êtes invités, si vous le souhaitez, à poser des questions. Vous appuyez sur le bouton discussion et vous pouvez poser vos questions. Nous tenterons d'y répondre, Michel et moi, en dernière partie de l'émission. Dernière partie dont on s'approche d'ailleurs tout doucement, Michel. Oui, alors c'est ce que je craignais un peu parce que le sujet est tellement vaste que on, on va avoir du mal à laisser du temps aux questions, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en poser. Euh,
on débordera un petit peu, peut-être comme l'autre fois, hein. Est-ce qu'éventuellement on envisagerait de scinder la présentation d'aujourd'hui en 2 fois et y revenir encore la fois prochaine? Je pose la question comme ça de Ah manière non, exploratoire, ou bien c'est préférable d'éviter ça justement parce que c'est quand même un ensemble qui se tient et on aurait matière à faire une séance, oui. C'est-à-dire que je peux le présenter courtement, mais ça prendra au moins 10 minutes. Mmh. Et ouais, c'est peut-être une bonne idée. C'est peut-être une bonne idée. Mmh. Est-ce qu'on fait comme ça? On peut tenter de faire comme ça, mais voilà, je te laisse le soin de déterminer comment tu penses finalement que c'est le mieux de faire, hein. Peut-être que ça va se clarifier aussi, Heu, on a quand même on a quand même pas mal de points, et il y a des aspects, très humains qui vont ressortir dans la gestion de l'institut de financement. C'est-à-dire qu'on va voir une dimension humaine apparaître dans la monnaie grâce à cette monnaie de financement, qui est, que je voulais mentionner, présenter comme ça, mais si on lui donne un petit peu plus d'espace, on pourra peut-être, entrer plus en finesse là-dedans et adaptons-nous à la réalité et merci pour ta proposition. Faisons comme ça. Prenons des questions s'il y en a et heu, désolé pour ceux qui vont peut-être être un peu frustrés si on remet à la prochaine fois, mais c'est pour pouvoir, développer ça de façon plus substantielle. voilà, nous allons poursuivre, hein, et parce que pour l'instant, il n'y a pas de questions, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intérêt, hein. Parfois, il n'y a pas de questions qui sont posées, mais simplement, voilà, c'est que peut-être les explications sont assez claires, et puis on avance de toute façon pas à pas. Poursuivons, et puis on va voir. Ou alors si tu disais, c'est pas qu'il y a pas d'intérêt, mais c'est peut-être parce qu'on a supprimé l'intérêt que les gens ne Mais on a beaucoup parlé de la suppression de l'intérêt depuis le début de la rencontre, ouais, mais on donc avait parlé d'intérêt négatif, hein. Donc voilà peut-être une explication du fait qu'il n'y a pas de questions pour l'instant, mais bon, alors peut-être qu'il va en venir. peut-être qu'ils vont venir exactement. Ouais, voilà, mais alors si on aborde bien sûr, il y a une question qu'on n'a pas touchée, encore, hein, heu, alors, un point que je peux ajouter à ce qu'on a dit, c'est que la monnaie qui serait entre guillemets «créée», par anticipation, hein, heu, pour un prêt, heu, il faut savoir qu'elle ne concerne que l'économie réelle. Un institut de financement ne pourrait pas, ça c'est dans ce serait dans sa charte et ses statuts, hein, il ne peut pas, financer, heu, par exemple ce qui se fait beaucoup, c'est les achats d'entreprises avec effet de levier. En anglais, on appelle les leverage buyout, hein, LBO. Les, ce qui est une pratique très très courante, c'est-à-dire que la plupart des prêts qui sont faits vont pour ce genre de pratique. C'est-à-dire que quelqu'un va voir un banquier et lui dit voilà, moi je vais acheter l'entreprise Trucmuche, hein, j'ai 100 millions, prêtez-moi 1 milliard, hein, ou prêtez-moi 900 millions. Hein. C'est à peu près dans ces proportions-là, hein, c'est de 1 à 10. Hein. Donc beaucoup d'argent de prêt sert à ça aujourd'hui et permet à des à certaines banques, hein, d'engranger bien sûr des bénéfices substantiels avec ça. Ils sont très intéressés à ça.
La personne achète l'entreprise et ensuite elle la vend en pièces détachées. Ça, c'est le schéma ultra classique. On voit ça, je ne veux pas dire tous les jours, mais presque, hein, dans l'économie, où des entreprises sont achetées et vendues en pièces détachées, avec toute la casse sociale qui va avec, hein, bien sûr. Donc, les prêts qui seraient faits par l'Institut de financement en tant que service public seraient des prêts qui seraient dirigés uniquement vers l'économie réelle. C'est-à-dire pour soit créer une entreprise de l'économie réelle, même si c'est une entreprise de service, hein, bien sûr, et pour ou alors pour des particuliers, mais à des buts. Ce ne serait pas pour que vous puissiez acheter des actions, par exemple, ou faire de la spéculation sur des barils de pétrole, etc. Non, ça serait interdit et ce serait donc le fonctionnement des instituts de financement, bien sûr, on le verra la prochaine fois, serait contrôlé, on verra comment. Hein. Ce serait interdit et donc contrôlé que chaque prêt correspond à un projet réel, de l'économie réelle. Et la deuxième chose qu'il faudrait encore, peut-être qu'on peut encore signaler, à moins qu'il y ait déjà des questions, c'est celle du besoin d'équilibre dans cette création monétaire. On ne peut pas envisager aussi une économie où ce soit totalement débridé. Alors, ça coûte rien, alors allons-y, créons des prêts, en veux-tu, en voilà. Non, ça ce serait très malsain pour l'économie et ça aurait un coût à la fin, bien sûr, pour l'économie. Donc il faudra aussi qu'on détaille ce point-là et de voir comment on peut amener un équilibre dans la création monétaire. Ça vaudra la peine en effet de creuser cette chose. Hein. On pourrait se poser la question, tout le monde pourrait se poser la question, mais pourquoi est-ce que ça serait malsain pour l'économie de faire tourner en quelque sorte la planche à billets en fait, hein, puisque prêter pour tel ou tel projet, puis pour un autre et encore un autre, en quoi est-ce que ça serait nécessairement malsain? Alors pour certains économistes, c'est une évidence que ça peut l'être, mais... Et d'ailleurs, il y a une question connexe aussi. Dans quel cas est-ce qu'on peut assurer qu'on est vraiment en lien avec l'économie réelle? C'est pas aussi évident que ça. Je veux dire par là que forcément, je travaille dans un milieu où il est souvent question de création d'entreprises ou de développement d'entreprises, avec d'excellentes intentions d'ailleurs. Et donc il y a des personnes qui viennent avec des projets, mais si ces projets sont financés, peut-être que ces projets sont plus ou moins à côté de la plaque, qui ne répondent pas à des besoins, malgré les bonnes intentions et même la compétence des porteurs de projets ou des entrepreneurs. Donc il y a des questions là sous-jacentes aussi qui sont liées, puisque comment équilibrer la création monétaire comment éviter qu'on fasse une création monétaire qui finalement s'en va quand même dans une économie qui n'est pas réelle en fait, hein, qui est illusoire d'une façon ou d'une autre. On voit qu'il faut réunir beaucoup de compétences autour d'une table au sein d'instituts de financement. Et ça justement, le fait qu'on se donne une pleine séance pour parler de ça, ça permettra de le détailler beaucoup plus. Hein. Oui. Parce que bien sûr, je veux dire, on ne peut pas s'imaginer qu'on bâtisse un système et que le système fonctionne ad vitam aeternam, quoi qu'il arrive. L'économie, c'est quelque chose d'extrêmement mobile. On essaye de la cadrer à partir de décisions gouvernementales, avec des plans quinquennaux, des règles ici, des règles là, etc. Mais en réalité, l'économie, c'est comme l'eau. L'eau, on ne peut pas la contenir, on peut la contenir un petit peu, mais on ne peut pas
contenir et contrôler le cours d'eau général de toute l'eau. Hein. C'est quelque chose qui va de toute façon, qui à un moment donné débordera à un endroit ou à un autre et personne ne pourra l'arrêter. Hein. C'est c'est vivant comme l'eau, l'économie. Hein. Ça devrait être comme ça. Sinon, alors on a des économies ultra étatisées comme on a connu dans les pays de l'Est et puis ça fonctionne pas. Donc ça va nécessiter des compétences au sein des instituts de financement qui doivent rencontrer des compétences au sein de la société civile. Et c'est ça qu'il faudra je crois qu'on détaille bien la prochaine fois. Et accepter aussi qu'il y ait une part de risque malgré tout. Il y aura Bien des sûr. situations qui ne donneront pas ce qui était espéré dans les projets futurs, ça arrivera aussi, et il faudra intégrer ce coût qui existe aussi, mais qui est inhérent à l'économie elle-même. Nul n'est prophète, nul ne peut connaître avec exactitude l'avenir, et donc il y aura parfois des événements qui se produiront qui feront qu'on n'a pas atteint les buts. Mais alors on introduira dans les dispositions et dans les dispositifs ce qui permettra néanmoins que l'économie continue de répondre aux besoins sociaux et sociétaux. Oui, absolument. C'est vraiment ça qui doit être inclus dans le fonctionnement des instituts de financement, c'est de prévoir qu'il y a un certain nombre de projets qui ne se réaliseront pas. Donc, le remboursement du prêt ne pourra pas se faire sous la forme qui était prévue. Et que fait-on en ce moment? Et ça, il faudra bien sûr qu'on le détaille. Je voudrais juste faire une boucle sur la question du ex nihilo, parce que si l'argent était vraiment créé ex nihilo, avec quoi rembourseraient les emprunteurs les mensualités de leurs prêts? Ce serait de l'argent ex nihilo aussi avec lequel ils rembourseraient. Peut-être que c'est une bonne question sur laquelle on peut dormir, hein, mais je veux dire, c'est intéressant de voir dans l'autre sens aussi, hein, la question du remboursement. Si le prêt est fait ex nihilo, le remboursement, alors, d'où vient-il? Hein? Voilà une question à méditer peut-être. Pour ce soir, Michel, est-ce que tu vois encore des points qui seraient à aborder, ou bien est-ce que pour ce soir, on va vers une clôture Mmh. et on revient sur ce qu'on n'a pas pu déjà développer, peut-être en démarrant, en faisant un tour rapide des éléments qui ont été exprimés aujourd'hui, puis on replonge à nouveau dans le sujet lors de la prochaine rencontre. Mmh. Oui, on fait comme ça et ça veut dire simplement que la monnaie de contribution, on le traitera, donc ce sera en juin C'est alors, ça, hein. en juin, exactement, oui. Les dates sont Alors, déjà fixées actuellement sur le site civilien.net ou civilien.info, les dates des prochaines rencontres civiliennes. Donc nous vous invitons bien sûr hein, de temps en temps à vous rendre sur le site où vous recevrez la newsletter si vous vous abonnez par ailleurs. très bien et peut-être qu'alors à ce moment-là, on prévoira une deuxième rencontre au mois de juin parce qu'on avait dit qu'on ferait une rencontre, d'échange à micro et caméra ouverte, pour un petit peu faire comme on avait fait juste après Noël. Mhm. Donc ça, si on pouvait le maintenir et trouver 2 dates en juin, ce serait bien, hein, ou tout début juillet sinon. Ce soir, nous avons tenté de faire comme l'économie, c'est-à-dire d'être très mouvant, puisque nous avons adapté en quelque sorte hein, ce qui était prévu initialement comme programme en fonction de ce qui s'est développé en cours de rencontres civiliennes. Voilà, ce n'est donc pas un programme qui est figé une fois pour toutes, qui est établi. Il faut aussi voir ce qui peut émerger en cours d'échange, en fait, hein, tout simplement. Vois-tu encore quelque chose à ajouter, Michel? Voilà. Bonne nuit à tout le monde. Bonjour pour ceux qui sont
au Canada ou encore plus à l'ouest. À bientôt. À bientôt, une bonne soirée. Au Au revoir. revoir.